Oh, quelle franche rigolade. Binge audio. When you're in your little mind, in your little personality mind, where you're not centered, where you really don't know who you are, that you come from something greater and bigger, and that we really all are the same. You get stressed all the time, wanting something to be what it isn't. La papesse de la télévision américaine a bâti son empire à la force du verbe et d'une détermination inébranlable. De confidente de star à voix des oubliés, la diva du petit écran n'a pas fait que gravir les marches du pouvoir, elle les a redessinées. There is a supreme moment of destiny calling on your life. Your job is to feel that, to hear that, to know that. And sometimes when you're not listening, you get taken off track. Yeah, but it's all leading to the same path. Connaissez-vous vraiment l'histoire d'Oprah Winfrey ? Oprah naît le 29 janvier 1954 à Kosciuszko, minuscule bourg agricole du Mississippi, dans une Amérique marquée par la ségrégation raciale. Elle est la fille de Vernita Lee, une femme de ménage noire de 18 ans, et de Vernon Winfrey, père absent, engagé dans l'armée. Sa mère, dépassée, la confie à sa grand-mère, qui l'élève dans une ferme sans eau courante ni électricité. Ici, le sol craque sous les pas et les coups de fouet claquent si Oprah ne file pas droit. Sa grand-mère lui transmet néanmoins l'amour de la lecture. Chaque soir, à la lueur d'une lampe à huile, Oprah s'entraîne à réciter les versets de la Bible. Alors que son charisme frappe les fidèles de la petite église baptiste locale, à l'école, les moqueries fusent, la faute à ses robes taillées dans de vieux sacs de pommes de terre. À 6 ans, la gamine est parachutée chez sa mère à Milwaukee, dans le Wisconsin industriel. Pendant que Vernita lustre les vitres des bureaux sans âme, la petite Oprah est livrée à elle-même. You say you don't want to tell me how to live my life. So what do you think you've been doing? You tell me what rights I've got or haven't got and what I owe to you for what you've done for me? Affalée sur un tapis râpé, la main fouillant dans un bol de Doritos graisseux, elle regarde, hypnotisée, les films avec Sidney Poitier, l'un des seuls visages noirs d'Hollywood. You and your whole lousy generation believes the way it was for you is the way it's got to be. And not until your whole generation has lain down and died will the dead weight of you be off our backs. Si elle se perd dans la fiction, c'est que la réalité est insoutenable. À 9 ans, elle est violée par l'un de ses cousins, puis son oncle et un ami de la famille. Plutôt que d'en parler, elle noircit des carnets intimes et appelle sa grand-mère quand un mot lui résiste. À 14 ans, Oprah est enceinte. Pas question d'en parler à son père chez qui elle vit désormais dans le Tennessee. Après 7 mois de secret, l'enfant naît prématurément avant de mourir à l'âge de 2 semaines. Dieu t'envoie une seconde chance, lui glisse son père. Au lycée, Oprah captive. Dès qu'elle prend la parole, la classe retient son souffle. Elle pourrait débattre avec un prof et le renvoyer réviser. Bourse en poche pour la Tennessee State University, bastion de l'élite afro-américaine, elle choisit la communication, terrain verrouillé par des hommes blancs en veste beige et cravate triste. Elle fonce. À 19 ans, sa voix grave vibre sur les ondes de la radio locale. The president is expected to arrive here at the National Guard hangar about 5:15 Saturday. Puis, cap sur la télé, chez WTVF-TV à Nashville. À 22 ans, elle bouscule l'écran en étant la première femme noire à présenter le JT de la chaîne. Tailleur soigné, brushing digne d'une pub L'Oréal et regard droit, déterminé, elle égrène les malheurs du monde avec un calme olympien. Et tant pis si l'Américain moyen s'étouffe en la regardant avec son sandwich pulled pork. So we looked through all the books the school system said touched on the subject. En 1983, la télé s'essouffle. Les débats ronronnent et l'Amérique réclame du vrai. Alors que l'émission matinale AM Chicago est en état de mort cérébrale, avec ses animateurs ternes qui hochent la tête sans rien dire, Oprah débarque, secoue le plateau et relance les audiences. Elle ne lit pas les infos,
Elle les raconte. Welcome to the Oprah Winfrey Show. We are live this morning from the John Marshall Law School here. What you are about to see this morning is a courtroom drama. Très vite, l'émission devient The Oprah Winfrey Show et l'ex-gamine du Mississippi s'impose dans les galas caritatifs où mondains, patrons et philanthropes trinquent au chardonnay sous des lustres tamisés. En 1986, au Grand Hôtel de Chicago, elle remarque un homme discret à l'allure sobre, Stedman Graham. Contrairement à la foule affamée d'autographes, il semble sincèrement intéressé par la cause défendue ce soir-là. Près du buffet, ils échangent quelques mots. Il l'écoute, mais elle se méfie, se disant qu'il est trop beau pour être honnête. Quelques semaines plus tard, un bouquet de fleurs arrive chez elle. Leur histoire d'amour s'écrit. À 32 ans, Oprah est amoureuse, millionnaire et obsédée par son poids. Elle s'affame, bannit les aliments solides et le 15 novembre 1988 entre sur le plateau en tirant une charrette rouge remplie de 30 kilos de graisse bovine, l'équivalent de ce qu'elle vient de perdre. Let me tell you, I have lost as of this morning, 67 pounds since July 7th, 67 pounds and 30 inches from my bust, my waist and my hips. Dans une société où la minceur est un idéal tyrannique, elle apparaît comme une icône. Sauf que les kilos reviennent et les moqueries avec, l'émission In Living Color, la caricature en ogresse gloutonne qui explose à l'écran. En 1990, TV Guide la traite de bosselée, molle et carrément informe. Mais pendant que les médias comptent les kilos, Oprah Winfrey avance. Sur son canapé en cuir jaune pâle, le pianiste Liberace fait sa dernière apparition publique, Elizabeth Taylor esquive les questions sur sa vie amoureuse et un jeune Barack Obama raconte ses débuts en politique. Oprah n'est pas qu'une confidente de stars, elle braque aussi les projecteurs sur certains angles morts. En 1993, en pleine vague de scandales d'abus sur mineurs, elle réclame un fichier national des pédophiles condamnés. Le président Clinton l'écoute et la loi passe. Mais s'exposer, c'est prendre le risque d'attirer les coups. Quand elle soutient la présentatrice Hélène DeGeneres après son coming out, les groupes religieux s'acharnent. Et lorsqu'elle donne la parole à des voix critiques sur la guerre en Irak, on lui intime de retourner en Afrique. Douter de la guerre suffit à vous rayer de la carte des bons patriotes. Mais la reine du talk show tient bon, transformant la polémique en débat. 1er septembre 2004, le plateau d'Oprah Winfrey baigne dans une lumière dorée et les fauteuils rouges brillent sous les projecteurs. Face caméra, le regard d'Oprah crépite. « Aujourd'hui, je vous donne quelque chose, vous ne vous y attendrez pas », lance-t-elle théâtrale. C'est alors qu'une armée d'hôtesses surgit, les bras chargés de petits paquets. Un pour chaque spectateur. Silence, regard inquiet, mains fébriles, puis le choc, des clés de voiture. Une Pontiac G6 flambant neuve. Vous avez une voiture, vous aussi, s'égosille Oprah. C'est l'explosion. Cris, larmes, étreintes. L'Amérique bascule dans l'extase consumériste et Oprah signe l'un des plus grands moments de télé de l'histoire. Joy rising! One of my all-time favorite happiest moments ever! En 2004, Oprah Winfrey rejoint le club des milliardaires sans perdre une once de son aura. Chaque jour, entre 15 et 20 millions d'Américains se branchent religieusement sur son show. Et quand une séquence sort du lot, elle explose comme une bulle de savon géante à la surface du pays. He's in the building! Le 23 mai 2005, Tom Cruise débarque sur le plateau. Il est au Zénith. Mission Impossible 3 cartonne, Hollywood le vénère,
Et il est fou amoureux de Katie Holmes, la chouchoute de Dawson. First of all, thanks for coming to my Legends Ball with Katie. Was that the best fun? Was that? Yes, yes! What has happened to you? Oprah aborde le sujet. Et là, il bondit, frappe le sol du pied, puis grimpe sur le canapé jaune comme un ado en pleine montée d'hormones. I know what he's doing. He's processing. He's trying to figure out what he is going to tell, what he isn't going to tell. I've never seen you like that. Oprah rit, tente de le suivre, tandis que son sourire vacille. En quelques secondes, son émission transforme un acteur intouchable en gif éternel. We've never seen you behave this way before. I know. Have you ever felt this way before? Trois mois plus tard, changement de décor. Exit les stars surexcitées, place à l'Amérique en ruine. Le 29 août 2005, à 6h10, la Nouvelle-Orléans se noie. L'ouragan Katrina arrache les toits, fracasse les vitres et fait sauter les digues. Dans le Lower Ninth Ward, quartier noir et pauvre, l'eau monte et les familles grimpent sur les pylônes restés émergés. Pendant que l'administration Bush tergiverse, Oprah, elle, agit. Moins d'une semaine après, elle est sur place. Caméra à l'épaule, micro tendu et chèque de 10 millions de dollars à la clé. Là où l'État se dérobe, elle incarne une Amérique qui se relève. En 2007, cap sur l'Afrique du Sud. Elle fonde la Leadership Academy for Girls, un internat d'élite pour jeunes filles brillantes issues de milieux défavorisés. Elle finance, choisit les moquettes, inspecte chaque salle de bain. Elle veut que chaque élève entre ici comme dans un palais. De retour aux États-Unis, elle s'engage sur un autre front. Le 10 décembre, en Caroline du Sud, Oprah prend le micro pour soutenir un jeune sénateur noir encore peu connu. It's a question that the entire nation is asking. Is he the one? South Carolina, I do believe he's the one to bring us the audacity of hope. Barack Obama! Et la balance penche. Des femmes noires, des profs et des abstentionnistes se mobilisent. L'effet Oprah entre dans le lexique politique. 1 million de voix gagnées pendant les primaires. Le 4 novembre 2008, l'Amérique élit son premier président noir. À Chicago, Oprah est au premier rang. Drapée de noir, elle pleure, la main serrée dans celle de son amie Gayle King, journaliste. Ce soir-là, elle n'est pas la reine du talk show, mais la femme noire du Mississippi ségrégée qui voit l'histoire lui sourire. Mais pas question de s'endormir sur cette victoire. À la fin des années 2000, Oprah est au sommet de la télévision américaine. Et pourtant, elle en a marre de rendre des comptes à ABC. Many of us have been together for 25 years. We have hooted and hollered together, had our aha moments, we ugly cried together, and we did our gratitude journals. So I thank you all for your support and your trust in me. En janvier 2011, après 25 saisons de son talk show, elle rend l'antenne. Pas pour prendre sa retraite ou lancer une gamme de soupes bio, mais pour bâtir un empire à son nom. Happy New Year, everybody, and welcome to OWN, the brand new Oprah Winfrey Network. À 55 ans, elle lance sa propre chaîne, l'Oprah Winfrey Network. Sauf que le lancement patine. Les audiences stagnent et le public est dérouté, noyé sous des programmes de développement personnel aux titres interchangeables. Le New Yorker ironise. C'est comme regarder un PowerPoint spirituel. De quoi réveiller Oprah qui remonte sur le ring et frappe fort. En août 2012, elle décroche la chanteuse Rihanna. Elle parle de Chris Brown, de violence, de honte, de pardon. L'interview fait le tour du monde. Pour la première fois, OWN capte l'attention et respire. En parallèle de la télé, Oprah investit dans le cinéma, entre au capital de Weight Watchers et perd 20 kilos, tout en refusant de devenir une égérie de la minceur. À l'ère des réseaux sociaux, Oprah incarne une figure rare, celle d'une businesswoman éclairée,
à mi-chemin entre la coach de vie et l'oracle pop. En 2018, vêtue de noir en hommage au mouvement MeToo, elle reçoit un prix d'honneur aux Golden Globes. Sur scène, elle parle de silence brisé, de justice en marche et d'une nouvelle aube pour les filles du monde entier. La salle est debout et rien de tel pour faire exploser le hashtag Oprah 2020 sur Twitter. Steven Spielberg et Meryl Streep se disent prêts à la suivre jusqu'à la Maison Blanche. L'Amérique s'emballe, mais Oprah temporise, puis décline. Were you silent or were you silenced? Le 7 mars 2021, elle revient en majesté, prête à faire vaciller la monarchie britannique. I just want to make it clear to everybody, there is no subject that's off limits. Face à elle, Meghan Markle et le prince Harry, assis sous un olivier californien, prêts à vider leur sac. My biggest concern was history repeating itself. Accusation de racisme, isolement et pensée suicidaire. Ce que Buckingham enfouit sous ses tapis brodés, eux le déposent sur la table. Oprah, imperturbable, garde le calme d'un moine bouddhiste. Elle écoute, relance et guide le couple vers des moments d'émotion. Résultat, 60 millions de téléspectateurs, un raz-de-marée planétaire et une claque symbolique à la couronne. Oprah Winfrey n'est pas qu'un monument. C'est une anomalie triomphante, un bug dans la matrice du pouvoir. Là où d'autres flanchent sous la critique, elle tient bon, droite dans ses convictions, imperméable à l'usure du temps. Oprah Winfrey, c'est l'Amérique à vif, celle qui rêve, qui pleure et qui se relève en direct. Et si elle ne s'est jamais mariée, c'est parce qu'elle n'a jamais eu besoin de porter un autre nom que le sien. Son empire, elle l'a bâti à la force de sa voix, de ses larmes et de son flair. Alors qu'elle pèse plus de 2,8 milliards de dollars, chaque dollar raconte une victoire arrachée. Oprah, c'est une nation à elle seule. Une forteresse plantée dans le paysage médiatique depuis 40 ans que ni les modes, ni les tweets rageurs n'ont réussi à fissurer. Oprah n'a pas besoin de trône, elle a mieux, son fauteuil. I always ask people on Super Soul Sunday to tell me, what would you say to your younger self? Every person says in one form or another, I would have said, relax. Relax. It's going to be okay. It really is going to be okay.